Salut, c'est Chris et bienvenue sur Conte fait con. Alors quelques temps après vous avoir emmené en Afrique ou même en Corée du Sud, là, cette fois-ci, on file au Japon. Et on vous a trouvé vraiment de sacrées histoires qu'on est allé vous dénicher bien sûr sur internet. Et en parlant de dénicher, la dernière fois, je m'étais introduit dans une maison abandonnée, toutes les pièces semblaient vides et silencieuses et tout à coup, j'ai entendu un cri. À ce moment-là, je suis allé voir dans la pièce en question et j'ai trouvé quelqu'un qui était sur un ordinateur affalé dessus et qui m'a dit qu'elle avait un problème parce que ses fichiers avaient été corrompus et perdus. Bon, évidemment, vous me connaissez, je suis allé la voir et je lui ai proposé un logiciel super intéressant et ce logiciel s'appelle Wondershare Recovery. Ce logiciel va vous permettre de récupérer des fichiers perdus ou corrompus. Merci à eux pour la sponsor de la vidéo. Alors, c'est simple à utiliser. Je vais vous expliquer ça et ensuite, on part sur le Japon. Une fois le logiciel lancé, cliquez sur disque dur et emplacement. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez récupérer un fichier. Lancez ensuite le scan et patientez un petit peu le temps de l'analyse. Par exemple, regardez une vidéo compte pendant ce temps-là, tout simplement. Et lorsque l'analyse est terminée, vous aurez accès à tous les fichiers trouvés. Et vous aurez qu'à choisir les fichiers que vous voulez récupérer avec la fonction recherche en haut à droite. Par exemple, s'il y a trop de fichiers. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir l'emplacement de sauvegarde où les fichiers seront récupérés. Et Recovery possède également pas mal de petites fonctionnalités comme la récupération améliorée qui marche à merveille pour les contenus photos ou vidéos. Et si par contre le fichier que vous venez de retrouver est corrompu, là, grâce à la feature réparation de vidéo, Recovery s'occupera de le réparer en quelques instants. D'ailleurs, si votre PC est HS, c'est pas dramatique en soi, car là encore, Recovery peut être installé sur une clé USB bootable facilement pour récupérer du contenu. Donc voilà, c'est utile dans pas mal de situations et vous pourrez en checker davantage sur leur site web. Le lien est disponible en description. Bon, maintenant que cette personne a retrouvé ses fichiers, que d'ailleurs je ne connaissais pas, je pars de la maison abandonnée. Et du coup, là, on va partir au pays du soleil levant et avec au programme une douloureuse intégration au pays dans les années 80, une rencontre plus que creepy lors d'une randonnée et une sombre histoire de stalking qui pousse à la parano. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, c'est une première, mais j'ai l'honneur d'accueillir Haken, un vidéaste spécialisé également dans l'horreur, les faits divers et les légendes urbaines. Et il vous racontera l'une des trois histoires. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de me voir moi sur sa chaîne, sur l'une de ses vidéos où j'aurai l'occasion aussi de parler. Vous retrouverez le lien en description. Si la vidéo, bien sûr, est déjà en ligne. Et sur ce, nous, on est parti. Notre histoire est partagée par une certaine Louise et remonte à pas mal de temps. C'était dans les années 80. Elle nous explique qu'à l'époque, elle était mannequin, mais sans donner trop de précision. Mais globalement, j'étais trop petite pour être une mannequin aux States, d'où le fait de partir au Japon. En tout cas, Louise nous donne une description rapide d'elle, grande, mince, yeux bleus, avec de longs et épais cheveux dorés. Et du coup, elle choisit le Japon parce que son frère habitait déjà là-bas. Elle ne voulait pas partir de zéro, Mais clairement, elle ne s'attendait pas à ce que ça se déroule de la sorte. Je débarque donc à Osaka et il faut savoir qu'à l'époque, il y a très peu de femmes caucasiennes au Japon, et encore moins qui me ressemblent. Et donc globalement, chacune de ces sorties en public, ça faisait sensation. Vraiment côté un peu ovni. Mais pas dans le bon sens du terme. Pour ceux qui sont déjà allés au Japon, vous voyez peut-être de quoi je parle. Les gens me montent du doigt en criant « Gaijin », ce qui signifie personne de l'extérieur. Mais la façon dont c'est dit, c'est pas agréable du tout. Bon, en tout cas, certaines personnes l'accostent dans la rue et lui demandent une mèche de cheveux, moyennant finance. C'est vraiment un totem qu'on veut, c'est maraboutage. Les enfants veulent me toucher pour voir si je suis peinte en blanc. Et ça va jusqu'à me demander si je suis une animatronique. Un robot, Bref, l'intégration est très compliquée, Et après quelques temps passés chez son frère, elle emménage enfin chez elle. Et là, rapidement, on l'informe qu'il y a un voleur de culottes dans son immeuble et qu'elle devrait être prudente. J'en prends note, mais je m'inquiète pas outre mesure. Il faut savoir que mon appartement n'a pas de réelle chambre et que je dors juste sur un futon dans le salon. Mais une nuit, elle se réveille sans réelle raison et elle aperçoit un homme accroupi dans son appartement. Mais en fait, qui est caché derrière la télévision. Il est donc en train de me regarder dormir depuis je sais pas combien de temps. J'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai pas trop paniqué. Et je me suis sans doute mis dans un état de défense dès que je l'ai vu. Et comme elle dort toute nue, elle a directement enroulé un drap autour d'elle et a décidé d'aller au contact pour le faire fuir. D'ailleurs, elle explique quand même qu'elle est plus grande que la plupart des gens, des Japonais, et qu'elle a l'impression que très peu d'entre eux sont vraiment dangereux ou violents, Cependant, lui là, cette silhouette dans l'ombre là, n'est pas comme les autres. Il était super bizarre. Il a les cheveux blonds peroxydés et il lui manque l'auriculaire. Ce qui indique sans doute que c'est un yakuza de bas étage. Je décide quand même de traverser la pièce d'un pas décidé, je vais vers lui et je hurle « Sortez !» L'homme lui sourit d'une façon malsaine, puis il part quand même rapidement. Là, à ce moment-là, elle fait venir les flics chez elle le lendemain matin, mais ils en ont un peu rien à faire. Alors que pourtant, le type avait clairement laissé des empreintes sur la télé. Un des flics a carrément passé son doigt sur l'empreinte en disant « Bah non, y a rien là !» Je sais pas trop s'il a réagi de la sorte parce qu'il savait qu'il pourrait pas le retrouver, ou s'il avait juste peur de se frotter au Yakuza pour une affaire aussi mineure. Mais ça s'est pas arrêté là, puisque en parallèle, c'est pas rare qu'en vrai, des hommes dans la rue s'arrêtent et lui montrent leur tub.
Sans raison. Je sais pas trop si c'est parce que je fais un peu exotique ou si c'est parce que j'ai osé croiser leur regard alors que je suis étrangère. Puis, il y a eu clairement la soirée de trop, si on peut dire ça comme ça. Puisque tard dans la nuit, elle rentre chez elle après une petite fête. Là, elle a picolé, donc elle n'est pas au mieux de sa forme. Mais elle se sent assez en sécurité dans les rues d'Osaka. À un moment, un Japonais s'est approché de moi pour demander son chemin et j'ai fait tomber mon sac à main alors qu'on parlait. Je me baisse pour le récupérer et lorsque je me relève, il est là, devant moi, à poil. Et encore une fois, il lui montrait, ses parties génitales sans aucune raison, quoi. Je suis entrée dans une colère noire, je l'ai repoussé, mais j'ai fini par tomber dans les vapes. Alors la suite pour elle est assez floue, mais elle se souvient vaguement avoir essayé de le poursuivre, alors que c'était la pire idée du monde sur le papier. Arrivée chez moi, je me suis alors promis de plus jamais boire. Même si en soi, là, le problème, c'était pas forcément l'alcool, mais plutôt des Japonais qui se mettaient à poil devant elle, quoi. Mais bon, le fait d'être alcoolisée, clairement, ça l'a pas aidé à affronter des situations creepy comme ça. Alors, elle nous a pas dit combien de temps elle est restée au Japon suite à ça, mais il est possible que peut-être ça a écourté son expérience. Si vous êtes allé au Japon, je serais curieux de voir comment vous avez expérimenté ça. En tout cas, si certaines rencontres en ville, vous pensez qu'elles pouvaient être horribles, imaginez qu'elles peuvent être encore pires en pleine nature. Et cette histoire-là, c'est Aken qui nous la raconte. Merci beaucoup à Chris de me laisser raconter cette seconde histoire. Si jamais la première histoire ne vous a pas déjà donné envie d'annuler votre voyage au Japon, eh bien celle-ci sera une raison de plus à ajouter à la liste des inconvénients à se rendre au Japon. Cette histoire est une histoire qui nous a été racontée par quelqu'un que nous allons appeler Kenzo et qui s'est passé au cours de l'année 2020. Kenzo nous raconte qu'il a une passion, cette passion c'est la randonnée. Mais pas les chemins de randonnée grand public, plutôt les coins reculés, là où il y a des endroits escarpés, pour pas dire dangereux. Il va toujours prendre les chemins alternatifs pour être très tranquille, voir du paysage différent que ce qui est proposé à la plupart des personnes qui font des randonnées. J'ai besoin de me retrouver seul avec la nature, la végétation, donc je fuis un peu les sentiers publics. Bon, je suis déjà tombé sur des drôles de bestioles et même un aigle qui m'a grave foutu les jetons une fois, mais rien de plus creepy que ça. Un jour, pendant un bel après-midi, Kenzo se décide de partir en randonnée, pratiquer sa passion, mais cette fois-ci il se dit qu'il ne va pas partir dans un endroit trop dangereux. Je précise que c'est en pleine semaine pour qu'il y ait moins de monde, et que je me trouve dans la préfecture de Miyagi. Je pars dans un endroit sans trop de danger, mais assez peu connu des touristes. Globalement, il y a quelques locaux et quelques habitués qui viennent parfois ici, mais c'est assez reculé. Sur place, il est sûr de ne croiser personne, peut-être une ou deux, mais en tout cas, pas de touristes. C'est un endroit qui est isolé, assez reculé, donc typiquement le genre d'endroit que Kenzo adore visiter. Bref, je commence ma randonnée, je passe du très bon temps, et doucement, mais sûrement, la lumière du jour commence à faiblir. À un moment, je crois voir de loin un homme, mais j'y fais pas spécialement attention. Mais il est assez curieux. Il se dit tiens, qu'est-ce que cet homme peut bien faire comme ça dans cet endroit? Est-ce qu'il fait comme moi une sorte de randonnée ou alors est-ce qu'il pratique une autre activité? Assez curieux, je finis quand même par essayer de voir ce que le mec fait et je vois qu'il a les pieds dans l'eau pas loin d'une espèce de cascade. Donc immédiatement, dans la tête de Kenzo, cet homme est en train de pêcher. Il y a une cascade, un point d'eau, donc c'est quelque chose qui pourrait se tenir, mais ce qui est très étrange, c'est qu'il y a à côté de l'homme un contrebas très violent, c'est-à-dire que si jamais par accident il tombe, il peut avoir de graves blessures ou potentiellement perdre la vie, donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour pêcher. Du coup j'arrête un peu ma randonnée et j'essaye d'observer la scène. Je remarque à ce moment-là qu'il est pas seul du tout et qu'il y a 3 autres silhouettes à ses côtés. Il n'arrive pas bien à distinguer parce qu'il est quand même assez loin, mais il a l'impression qu'il y a une silhouette à peu près de la même taille que la première qu'il a vue et des silhouettes un peu plus petites. Pour moi, c'est soit une famille, soit une bande de potes. Mais ce qui me choque, c'est que les 4 personnes sont immobiles. Genre vraiment immobiles. Je suis à quelques centaines de mètres, mais j'ai un sentiment très bizarre. Après avoir passé un peu de temps à observer la scène, Kenzo se fait une réflexion. La scène à laquelle il assiste, c'est presque solennel. Et c'est ça qui est étrange. Pourquoi rester là immobile à côté d'une cascade où quelqu'un pourrait tomber? C'est pas forcément un point où on devrait emmener sa famille. J'ai eu l'impression, vu qu'ils sont tous les 4 au bord d'une espèce de cascade, qu'ils allaient sauter et se suicider tous ensemble, sans que je puisse expliquer d'où cette pensée me venait. Donc là, un autre sentiment vient perturber la curiosité de Kenzo. Ce sentiment, c'est un sentiment d'inquiétude. Du coup, je sors des jumelles pour voir un peu mieux. Je remarque alors que c'est bel et bien une famille, un homme, une femme et 2 enfants. Kenzo est totalement dénu devant la scène qu'il a devant lui. Il ne comprend pas pourquoi une famille irait ici. Il essaye en fait de chasser cette fameuse théorie très morbide qui serait que la famille est venue ici pour se donner la mort. Il essaie de trouver d'autres raisons mais il n'en trouve pas. Il se dit mais une famille ne viendrait pas ici, pourquoi aller dans un endroit aussi reculé et pourquoi pas prendre quelque chose d'un peu plus touristique, de plus accueillant pour une famille.
Je les observe alors à travers mes jumelles pendant plusieurs minutes qui paraissent interminables et rien, pas un mouvement, rien du tout. Une autre idée lui vient en tête. Cette idée, c'est que cette famille qu'il a devant lui n'est pas une vraie famille. Du coup je cogite et je me dis c'est peut-être des mannequins ou un truc du genre. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un les aurait foutus là, comme s'ils étaient à deux doigts de se foutre en l'air? Ou alors c'est peut-être un piège pour amener quelqu'un ici? Et dans les deux cas, il y a quelque chose d'assez creepy qui se cache derrière tout ça, parce que si c'est un piège, ça veut dire que quelqu'un est à l'origine de celui-ci et que ce quelqu'un aurait potentiellement des intentions malsaines vis-à-vis de la personne qui se serait retrouvée piégée. Mais si c'est une scène artistique, pourquoi avoir créé une scène pour montrer une sorte de famille qui a l'intention de se donner la mort? Rien ne va dans tout ça. Bon, je décide quand même de me rapprocher vu que de toute façon j'avais prévu d'aller checker la famille pour voir si tout allait bien. Doucement, il s'y rend car il ne veut pas être remarqué, car peut-être que la personne à l'initiative de ce spectacle étrange est toujours dans les parages. J'ai ce pressentiment qu'il va se passer un truc bizarre, qu'un truc cloche. Alors que j'arrive à quelques dizaines de mètres, je remarque que ce sont bel et bien des mannequins. Les mannequins sont plutôt bien habillés, c'est pour ça que Kenzo, la première fois qu'il a vu le père de famille, le faux père de famille, il a été dupé et il a pris ce mannequin pour un véritable homme. C'est que de loin, ça ressemble clairement à des êtres humains. Je commence alors un peu à paniquer, je sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Qui ferait ça? Pour quelle raison? Au fur et à mesure que je m'approche, je remarque que chaque mannequin a un nom peint sur lui. La scène est très étrange, effrayante, mais ça ne s'arrête pas là. En arrivant, Kenzo est maintenant très près de ces mannequins, si près qu'il peut discerner d'autres détails. Arrivé à leur hauteur, je vois qu'ils ont tous des impacts de balles. Mais pas un petit truc comme un 9 mm, des impacts de balles de fusil à pompe. Il y a aussi des sortes de cutters enfoncés dans le dos du mannequin de l'enfant. Je rappelle qu'au Japon, les armes, c'est vraiment pas courant. Absolument terrifié, Kenzo prend une décision. La meilleure décision qu'il aurait pu prendre, s'en aller. J'ai des frissons partout et je fais demi-tour en accélérant méchamment le pas. Je veux juste quitter cet endroit le plus vite possible. Je deviens de plus en plus parano. Voilà pour cette histoire. En tout cas, sachez que cette histoire que Haken nous a racontée, eh bien, elle date de 2 ans maintenant et que le gars qui l'a dit, il pense toujours encore tous les jours. Mais en vrai, pourquoi quelqu'un aurait foutu des mannequins ici? Pourquoi d'ailleurs ils étaient pleins de blessures? Et pourquoi cette mise en scène précisément? Je précise que c'était des mannequins massifs en bois et pas un truc tout pété avec des branches. Pourquoi cette mise en scène macabre? En tout cas, il y aura sans doute jamais de réponse. Mais apparemment, il dit que les mannequins sont encore là-bas et que ça continue de le ranger encore aujourd'hui. Sur la dernière histoire que je vais vous raconter, cette fois-ci, toujours en restant au Japon, on va rajouter un peu de stalking là-dedans, mais avec un ingrédient beaucoup plus surprenant et mystique, on va dire. Alors cette histoire-là nous est racontée par Hot Sauce Fire, très joli prénom. Oh, c'est un prénom, non, du coup, voilà, on l'a renommé en Haru et ça remonte aux années 2000. Et il commence lui par remettre un petit peu le contexte. Il est né de parents militaires américains et il est en poste au Japon. Il a donc grandi sur le sol nippon. Avec mes potes, on était fascinés par le fait d'explorer des lieux interdits là-bas. C'était plus que de l'urbex, quoi, hein, c'était un peu le level supérieur. Surtout que le principe d'explorer des lieux interdits, c'était au centre de pas mal de télé-réalités de l'époque. Bref, jusqu'à là, il ne s'est rien passé d'incroyable, si ce n'est les petits frissons d'explorer des lieux interdits, mais jusqu'à un certain moment, beaucoup plus tard. Après avoir obtenu mon diplôme au Japon, je suis allé aux États-Unis pour faire mes études supérieures, ce qui était globalement la norme. Néanmoins, je reste très attaché à mon pays de naissance. Et après son semestre, du coup, aux États-Unis, il décide d'y rentrer, au mois de décembre. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ses amis qui sont encore restés au Japon. Tout le monde n'est pas retourné aux États-Unis. Un soir, on décide d'aller faire un tour ensemble. D'un côté, il y a mon pote Jack, complètement fan de tuning et de drift, et de l'autre côté Ryan, mon autre ami avec qui je traînais beaucoup. Elle a direction pour eux le parc d'Asamizo, ou plus précisément son parking. En pleine journée, c'est un parc incroyable où tout le monde se balade, mais la nuit, c'est un peu plus calme suite à quelques événements malheureux qui s'y sont produits. Et là, en l'occurrence pour eux, il est 22h quand le trio arrive là-bas. Et alors que Jack commence à drifter sur le parking, Haru et Ryan sont sur le côté pépère et ils sont en train de fumer quelques clopes. Mais rapidement, j'ai l'impression d'être espionné et j'arrête pas de me retourner. Et en même temps, au bout d'un moment, son téléphone se met à sonner. Cela dit, il nous explique que c'est pas le sien, parce qu'il n'a plus de forfait japonais. C'est un téléphone que ma frangine m'a prêté, et je pense donc que c'est elle ou ma mère qui m'appelle. Sauf que non, c'est un numéro inconnu. Je décroche quand même, dans le doute. Et là, c'est une jeune fille japonaise qui lui parle. À ce moment-là, il se dit, c'est sans doute une amie de sa sœur. La fille s'excuse alors de m'avoir dérangé, je lui dis qu'il n'y a pas de problème, et je raccroche. Je reprends alors le fil de ma soirée avec Ryan, pendant que Jack continue de cramer ses pneus. Et à ce moment-là, le téléphone ressonne. Alors, cette fois-ci, il est sûr que c'est sa sœur ou sa mère. Parce que il est parti sans trop les prévenir et qu'il n'avait pas dit quand il pensait rentrer. Je décroche, et avant que je puisse parler, la jeune japonaise commence à déblatérer. Haru nous précise que sa petite sœur à lui, elle a très peu d'amis, filles, et il les connaît toutes. Donc forcément, celle-là, avec sa voix-là, il sait que ça fait pas partie du cercle d'amis. Bon, la jeune japonaise commence alors à me taper la discute, et je réponds vaguement, ne voulant pas trop la vexer. Mais à un moment, elle balance quelque chose de vraiment flippant, et elle lui dit, au fait, Haru, pourquoi t'es dans un parc en pleine nuit? Je me tends d'un coup,
parce que je suis sûr que je n'ai jamais mentionné le parc. Et je lui fais remarquer directement. Là, la petite fille glousse. Elle a l'air un peu mal à l'aise, mais Haru décide de raccrocher. Et c'est à ce moment précis que Jack arrête de faire ses drifts, lui. Il s'arrête à hauteur des deux potes et il leur dit qu'il veut bouger d'endroit. On reprend la route et après quelques minutes, on finit sur un autre parking bordé de terrain de football, avec des lampadaires qui ont une petite teinte orangée, ce qui me rassure un petit peu. Probablement le fait que ce soit un peu moins la pénombre, quoi. Mais curieusement, le sentiment d'être observé, lui, il est toujours là. En tout cas, il est revenu. Sauf que le parking, tout comme les terrains de foot, sont déserts. Bon, on sort alors de la caisse, on se pose dans un coin, et vous le voyez sans doute venir, mon téléphone se remet à sonner. Et là, même chose, même numéro restreint et même fille au téléphone. Évidemment, il prend l'appel, effectivement, c'est la même fille. Sauf que là, le ton a changé quand la fille lui parle. Mais comment se fait-il que tu sois parti? Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'autre parking? J'ai alors les poils de la nuque qui se dressent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je n'ai jamais précisé où je me trouvais, même vaguement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette fille savait ce qu'ils faisaient. Et il savait qu'ils avaient bougé. Et donc là, quelque chose est en train de violemment clocher et Haru lui a raccrochonné. Parce qu'il flippe trop et il se dit, on peut pas lui parler à celle-là. Sauf que elle rappelle instantanément dans la foulée. Je commence vraiment à paniquer et j'extériorise ça par de la colère en lui hurlant « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Il y a un gros silence, puis elle me répond « Je suis sur le terrain, je te vois. » Là, Haru se retourne et alors que son cœur s'emballe, il scrute tout autour de lui, mais en vain, parce qu'il ne voit personne. La fille renchérit alors en disant qu'elle me voit très bien, avec ma petite veste grise, autour de la voiture de mon pote. Et elle me dit qu'elle veut passer du bon temps avec nous avant de raccrocher. Une atmosphère à ce moment-là commence à s'installer, une atmosphère lourde. Et alors que ces deux potes jusqu'ici trouvaient ça assez marrant, voilà, une petite japonaise qui les emmerde, là à ce moment-là, clairement le ton a changé et ils sont de moins en moins rassurés. Et justement, le téléphone ressonne. Je décroche et j'enchaîne les questions. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Comment tu sais qui je suis? Et toi, t'es qui d'ailleurs? Je connais toutes les potes de ma frangine et je suis sûr que t'en fais pas partie. Je n'ai jamais dit que je connaissais ta sœur. Bon, Haru commence alors à paniquer pour de bon et perdre le peu de moyens qui lui restent. Parce que cette fille, comment elle a pu les suivre ou les trouver? Parce que bon, je le précise, mais à ce moment-là, ils sont quand même au début des années 2000, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'internet sur les téléphones, et les smartphones, ça n'existe pas. Donc les téléphones ressemblaient probablement à cette espèce de petite brique. Donc on rencontre pas comme ça des gens au hasard et on peut pas les traquer. La soirée se prolonge, il est plus de 23h et je commence à tourner en rond nerveusement. Puis, il va y avoir le coup de fil de trop. Et cette fois-ci, la fille parle plus fort, semble plus assurée. Et au même moment, Jack laisse alors tomber sa canette de soda qu'il avait en main et il crie « C'est quoi ce truc ?» Bon, je me retourne, je vois rien, mais c'est la panique. Je raccroche en urgence et on s'arrache en vitesse, sentant qu'il y a un truc qui merde. Et quelques minutes après être parti, quand on est dans la voiture, rebelote. La fille appelle, je décroche et elle dit « Je suppose que je vais devoir vous suivre et vous retrouver au Family Mart où vous allez vous arrêter. » Là, Haru ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Sauf que Jack, au volant de la voiture, il a entendu la conversation et il pile d'un coup, en envoyant pratiquement Ryan dans le pare-brise. Il se retourne alors, avec un regard mêlant peur et incompréhension, et lui dit « Comment elle a su qu'on allait au Family Mart ?» Pour le coup, c'est le coup de téléphone de trop, donc je raccroche, mais surtout cette fois, je coupe le téléphone. Finalement, on va pas du tout au Family Mart et on opte pour un petit resto ouvert 24h/24 où d'autres potes sont déjà. Là, Haru est vraiment content de les voir, il se sent déjà mieux et il en profite pour leur raconter tout ce qu'il a vécu lors de cette soirée bizarre, avec les appels et tout. Mais au fur et à mesure qu'il raconte cette histoire, il voit que les visages se figent et qu'un silence commence à s'installer. Une de mes amies, Aika, me fixe dans les yeux et me redemande où était le premier parc où on était. Là, Haru lui dit « on était au parc Asamiso ». Puis la fille dit alors « Mais vous savez tout ce qui s'est passé dans le parc d'Asamiso, non ?» Mais je n'en ai aucune idée. Un incident s'est produit dans ce parc un soir. Une fille se promenait dans le parc et quelqu'un s'est approché d'elle et l'a traînée dans un endroit reculé. Elle a été violée et étranglée. Et j'ai entendu des rumeurs à propos d'un mauvais esprit associé à cette zone. Alors, Haru sait pas trop comment réagir quand il entend ça, il rigole un peu nerveusement, il pense qu'elle plaisante, sauf que pas du tout. Là, elle enchaîne alors. Non, mais on doit se rendre dans un sanctuaire, son esprit s'est peut-être accroché à toi. Je sais pas comment réagir à ça, je sais que j'ai rien inventé, il y a mes potes qui sont là pour témoigner, mais il y a un truc qui merde. Pour moi, cette histoire d'esprit, c'est pas envisageable, même si ça m'a quand même glacé le sang. Dans le doute, et vraiment parce qu'il a vraiment flippé, il est allé au sanctuaire pour essayer de faire cette espèce de purification. Et j'ai également reçu une petite amulette protectrice à porter sur moi. En tout cas, je n'ai plus jamais reçu d'appel à ce moment-là.
En fait, pour lui, cette histoire, vraiment inexplicable, clairement. Ces faits se sont déroulés quand j'avais 18 ans, et ça m'était un peu sorti de l'esprit entre-temps, jusqu'à ce que j'y retourne il y a quelques années et que tout me revienne d'un coup dans la gueule. En tout cas, ça va clairement mieux pour lui, donc peut-être que si esprit il y avait, il s'est sans doute accroché à quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il est retourné dans la lumière, ou peut-être que c'était pas un esprit et c'était juste simplement une petite fille qui voulait lui jouer des tours, et qui avait réussi à choper son numéro on ne sait comment. Voilà, j'espère que ces histoires sur le Japon vous ont intéressé. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller du coup, mais c'est vrai que c'est très clairement un pays que j'ai envie de visiter, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Tellement de trucs ouf là-bas, c'est tellement dépaysant par rapport à la France. Horreur ou pas horreur évidemment. On n'a pas envie que ce soit de l'horreur d'ailleurs hein, quand on visite entre nous. Mais en tout cas, si je visite le pays, j'hésiterai pas à vous raconter mes anecdotes sur le sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo conte et sur ce, on se dit bye bye.